Ça n'est plus d'ailleurs une courbe, c'est une verticale que l'on voit avec un emballement d'ailleurs des températures sur ces 30 dernières années. Le record est actuellement de 42,4 degrés. En 2050, on pourrait dépasser les 55 degrés. Et oui, ça chauffe. Et que ce soit comme ici à la Bresse ou à Gérardmer, depuis plusieurs années déjà, il ne fait pas assez froid l'hiver pour qu'il y ait de la neige sur les pistes de ski. Voilà une conséquence directe du changement climatique en plein cœur du parc naturel régional des Ballons des Vosges. Parc des Ballons, pour les intimes. Situé entre 4 départements et regroupant presque 200 communes, ce parc des Ballons s'étend depuis la vallée de Sainte-Marie-aux-Mines, au nord, jusqu'aux portes de Belfort et de Luxeuil-les-Bains. Le parc a été créé pour assurer durablement la protection et le développement harmonieux de ce territoire naturel remarquable. Alors, il faut savoir que sur notre planète, il y a ce qu'on appelle l'effet de serre. C'est un phénomène naturel qui résulte d'un équilibre fragile. Actuellement, il fait plus chaud en France et sur la planète parce qu'on émet trop de dioxyde de carbone, le fameux CO2, qui rompt cet équilibre et qui accentue l'effet de serre. En gros, on pollue trop. Trop de transports, trop de bâtiments énergivores, trop d'industries polluantes. Le problème est surtout que ces activités ont besoin d'énergie issue de la combustion de ressources naturelles non renouvelables, comme le gaz naturel et le pétrole. Et qui dit combustion, dit CO2. Pas de neige sur les pistes de ski, c'est un phénomène très localisé. Mais renseignez-vous, le changement climatique a des conséquences qu'on peut voir un peu partout et de plus en plus souvent. Ça craint, mais vraiment. La Bretagne pourrait quant à elle devenir une terre d'incendie. Sur cette carte, on voit en rouge les zones les plus fréquemment touchées. Elles sont toutes au sud de la France. Progressivement, elles devraient s'étendre et dès 2050, près de la moitié des forêts et des landes du territoire constitueraient des zones à risque. Bonne nouvelle, des solutions se mettent en place un peu partout sur la planète. Alors regardons ce qui existe ici, dans le parc des Ballons. Sachez que l'énergie est partout autour de nous. On en a besoin pour le chauffage, la lumière, pour faire la cuisine, pour se déplacer, pour l'agriculture, pour la construction, etc., etc. Si l'énergie est nécessaire partout, le mieux est de l'économiser. On va y revenir plus tard. Découvrons tout d'abord comment on la produit. Aujourd'hui, l'énergie pour produire de la chaleur, du mouvement ou de l'électricité est en grande partie d'origine fossile, c'est-à-dire issue de la terre, comme le pétrole, le gaz naturel ou le charbon. Ce sont des sources épuisables et nécessitant la combustion, donc produisant beaucoup de CO2. Un autre type d'énergie, l'énergie fissile, est également obtenue des éléments terrestres, uranium ou plutonium, par la fission nucléaire. Cette énergie est peu émettrice de CO2 car pas de combustion. En revanche, elle est épuisable et produit des déchets de la fission nucléaire. Enfin, les énergies renouvelables, comme l'éolien, le solaire, le bois, l'hydroélectricité, la biomasse, la géothermie ou des agrocarburants. Ces énergies sont presque inépuisables, peu productrices de CO2, mais vous allez voir, il y a bien des choses à part ça. À l'échelle de la planète, plus de 90% d'énergie qu'on utilise aujourd'hui est d'origine fossile et fissile. Donc beaucoup de CO2 qui accentue l'effet de serre et provoque le changement climatique. Les énergies renouvelables représentent moins de 10% de la production mondiale. Pour comparer, sur le parc des Ballons, les énergies renouvelables représentent 17% des consommations, grâce notamment au bois énergie, une ressource locale et traditionnellement présente dans notre quotidien. Bien sûr, on pourrait se dire on va remplacer toutes les énergies fossiles polluantes par des énergies renouvelables et propres. Comme ça, le changement climatique, c'est fini. Mais c'est pas aussi simple. On va demander l'avis d'un expert. C'est sûr que les énergies renouvelables ont des inconvénients elles aussi. Il faut être réaliste. Elles ont des inconvénients minimes, mais elles en ont quand même. On ne peut pas dire que l'énergie n'a pas d'impact sur l'activité humaine, mais elles en ont forcément. Au départ, on va faire une étude de faisabilité sur un projet de production d'énergie renouvelable. Un des premiers paramètres qu'on va regarder, c'est le paramètre économique. Est-ce qu'il est rentable ou pas rentable? Les autres points qui vont être regardés dans un dossier de ce type-là, c'est l'implantation, où va se situer l'installation. On va regarder très attentivement l'impact sur l'environnement. Ça, c'est quelque chose qui est indéniable. On va regarder l'impact qu'il va avoir sur l'emploi, si ça va créer de l'emploi ou pas de l'emploi.
l'aspect du bruit. Bon, il y a ce qu'on appelle les énergies qui sont propres, les énergies qui sont vertes. Bon, les énergies propres, qu'est-ce que ça veut dire? On peut pas... C'est sûr que le nucléaire ne produit pas de CO2. Maintenant, il faut regarder ce que c'est que le nucléaire en amont et en aval, quoi. Et là, on parle d'énergie grise, quoi. C'est-à-dire qu'une éolienne, on sait que derrière une éolienne, il y a beaucoup d'énergie grise, hein, parce qu'il a fallu fabriquer les mâts en acier, il a fallu fabriquer des pales, il a fallu fabriquer tout un ensemble de composants. Il n'y a pas de moyen de production qui soit vertueux en tant que tel, quoi, hein. On ne peut pas comparer une énergie à une autre parce qu'elles ne sont pas faites de la même manière, elles n'utilisent pas les mêmes moyens techniques, elles n'ont pas non plus dans le temps la régularité de fonctionnement. Mais ce qui fait la force de l'énergie, c'est d'avoir un mix énergétique. Ça permet d'associer plusieurs types d'énergie. Une qui est meilleure qu'une autre, on ne peut pas dire, parce que sur un territoire, est-ce qu'on a du vent? On n'en a pas. Est-ce qu'on a des ressources pour faire tel type d'énergie? Est-ce qu'on a du bois pour faire tel type d'énergie? Le souci est là, en fait. Ça veut dire qu'il faut adapter ces moyens de production par rapport aux capacités que a le territoire. Ça, c'est hyper important. Ça a l'air complexe. Pour mieux comprendre, regardons ce qui se fait chez nous et comment ça a été pensé. Sur le parc des Ballons des Vosges, on a différentes ressources. On est sur un territoire montagneux qui est forestier, où il y a de l'eau qui s'écoule, qui peut être stockée aussi. On a un ensoleillement qui est relativement homogène. Et puis, on a aussi du vent lié, entre autres, au relief. Donc c'est un territoire qui est propice aux énergies renouvelables, notamment le bois énergie, qui est parmi l'énergie renouvelable la plus utilisée sur le territoire, le solaire, qu'il soit photovoltaïque ou thermique, puisque l'ensoleillement est homogène, l'hydroélectricité, la géothermie, entre autres, donc l'utilisation des ressources de chaleur du sol, et puis on peut aussi citer l'éolien dans les ressources du territoire. On a évalué les objectifs pour les années 2030 et 2050. Donc en 2050, l'objectif, c'est de couvrir 50% de nos besoins par des énergies renouvelables issues du territoire. Et donc sur ces énergies renouvelables, on compte évidemment sur le bois, qui restera une part importante de notre mix énergétique. On compte aussi sur le solaire photovoltaïque, qui doit lui fortement se développer, puisqu'on multiplie par 38 la production. Et ça représenterait donc un quart de notre production d'énergie renouvelable. Et puis après, on a les autres énergies dans le quart restant qui continueraient à se développer, donc l'éolien, l'hydroélectricité, avec notamment l'optimisation des seuils existants, la géothermie, on en a parlé. Sur le territoire du parc, on a fixé des objectifs pour les années à venir, qui sont donc déjà de faire de la sobriété et de l'efficacité énergétique un préalable au développement des énergies renouvelables, mais aussi sur ce développement d'énergie renouvelable, de faire attention aux enjeux de notre territoire que sont le paysage, l'architecture et la biodiversité. Et puis, il y a un axe fort aussi qui est travaillé sur le territoire, c'est l'implication citoyenne, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, on peut s'impliquer sur le territoire pour développer les énergies renouvelables et participer à ce mix énergétique plus vertueux. Donc, dans le parc des Ballons, on a surtout de la biomasse, notamment avec du bois énergie, mais aussi d'autres productions comme l'hydroélectricité, l'éolien et le solaire. Mais allons voir ça de plus près, comme ça on comprendra mieux les avantages, les inconvénients et les contraintes dont on parlait avant. Là, on se trouve sur le lieu des 3 éoliennes de la Grande Fosse. 10 éoliennes de 2 MW chacune, ce qui nous fait un champ éolien de 20 MW qui potentiellement produit de l'électricité pour 15 000 foyers, ce qui est quand même pas négligeable. Il y a eu des études de vent qui ont été très poussées. On est certain que sur 20 ans, les revenus des énergies renouvelables équivalent à une très bonne année forestière, et chaque année, quoi. C'est une garantie, quoi. Pour moi, c'est un bilan qui est intéressant. Budgétairement, si on n'avait pas ça, la commune ne pourrait plus rien faire. Écologiquement, c'est quelque chose qui est propre. Donc, d'une part, on utilise une énergie verte, le vent, bien évidemment. D'autre part, les éoliennes sont quand même facilement démontables. Et une bonne partie des matériaux qui est recyclable, quoi.
Le projet n'aurait jamais pu se faire si les habitants n'avaient pas été d'accord quelque part. On a fait beaucoup de réunions publiques, tout le monde était associé. Il y a eu des simulations qui ont bien montré ce que ça allait donner. Il y a eu des études d'impact au niveau de la faune, de la flore, des paysages, et on a une évaluation annuelle, on a un suivi. L'impact sur la biodiversité, à mon avis, est quasiment négligeable, honnêtement, quoi. Le potentiel éolien sur le territoire du parc est là. On ne peut pas mettre des éoliennes n'importe où. Il ne faut pas non plus que le territoire soit inondé d'éoliennes, parce que sinon, effectivement, là, il y a effectivement une dénaturation du paysage. On a des critères d'implantation. Il faut essayer de produire local, quoi. Là, on est sur le toit de l'école d'Orbay, l'école primaire d'Orbay. On a un peu plus de 50 mètres carrés de toit photovoltaïque qui sont intégrés au toit. Vous voyez que ça a remplacé les tuiles. Les centrales villageoises, en fait, ce sont des installations photovoltaïques, donc des panneaux photovoltaïques qui vont produire de l'électricité. Ces panneaux sont donc payés par des habitants qui mettent de l'argent ensemble, en commun, pour acheter les panneaux, les installer sur les toits. Et cette électricité ensuite est revendue à EDF ou à d'autres fournisseurs d'électricité. On a 13 toits aujourd'hui. Sur les 13 toits, il y a 6 toits qui sont sur des bâtiments publics, une mairie, une école, et puis le reste c'est chez des privés. La production correspond en gros à l'équivalent de la consommation de 35 foyers, hors consommation de chauffage électrique. On voulait également utiliser des panneaux de fabrication française et si possible locale, donc ce qui était le cas puisque notre installateur proposait des panneaux qui étaient faits dans le Bas-Rhin, qui étaient montés dans le Bas-Rhin, parce que les cellules sont toujours des cellules qui viennent de Chine ou de Taïwan. Plus de 95% du poids du panneau est aujourd'hui recyclable. Il y a beaucoup d'aluminium, tout le cadre, etc. Donc, le recyclage est maintenant obligatoire. Là, on est en pleine campagne, on est dans des zones où il n'y a pas de bâtiments historiques. Et sur le plan paysager, ça ne pose pas de problème majeur, avec des panneaux qui sont noirs, donc qui se voient très peu. Le fait de se mettre en commun, on a suffisamment d'argent, puisqu'on est 180 à mettre de l'argent en commun, pour pouvoir mettre une installation. Et donc être solidaire en quelque sorte pour fabriquer de l'énergie verte, qui plus est citoyenne, puisqu'elle vous appartient. C'est de l'énergie qui appartient aux citoyens. Localement et qui est fait sur place et qui physiquement est utilisé sur place. On a de la chance, car en ce moment même, un groupe d'enfants visite l'installation. C'est dans le cadre de l'appel à projet pédagogique fédérateur du Parc des Ballons. Venez, on va en profiter pour tout découvrir et comprendre ensemble. Oh putain, ça bouge. Voilà. Et là, ça tourne. Dis-moi. Elle est chaude. C'est chaud, voilà. Ah, c'est une glace chaude. Oui, c'est ça, plancher chaud. Plancher chaud, Quand t'es pieds nus, ça fait gaffe. Donc là, en fait, ça, c'est le réseau qui vient depuis la chaudière. Il arrive ici, il passe là-dedans et il passe dans l'appareil-là. Ça s'appelle les chargeurs à plaques. Quand on monte une chaufferie, on choisit la chaudière selon le bois qu'on va utiliser. Donc voilà, la chaudière-là, est prévue pour brûler à la fois du résineux et du feuillu. Le coût du kilowattheure est à peu près 30% moins cher que si on chauffait au gaz. On maîtrise, nous, le prix de l'énergie, puisque c'est du bois de la forêt communale, c'est des bûcherons de la vallée, c'est des débardeurs de la vallée, des transporteurs de notre vallée. Quand on achète du pétrole, on fait travailler des gens d'ailleurs. Quand on a fait une chaufferie bois, on fait travailler des locaux. Tout le bois qui n'est pas vendable vient ici à la chaufferie pour être transformé en plaquettes. Ça chauffe à la fois des bâtiments communaux, à la fois la poste et aussi 5 logements de la mairie que des gens louent à la mairie mais qui sont chauffés par cette chaufferie bois. Ici on est dans le sud du massif vosgien et on a pas mal de hêtres. On a beaucoup de hêtres avec des forêts mélangées, épicéas, sapins, hêtres. Nous c'est une chaudière mixte donc on peut brûler à la fois du résineux ou du feuillu.
On est soucieux de ne pas rejeter de particules ou de fumée en extérieur, donc on maintient la température du foyer aux alentours de 800 degrés, parce qu'on sait que ça brûle les particules. À Ramonchon, on a un peu plus de 500 hectares de forêt, donc au niveau de la ressource, pour le moment, il n'y a pas de souci, même dans les futures années. C'est une ressource renouvelable et puis durable dans le temps, oui, parce qu'il y a longtemps qu'il y a des arbres et j'espère encore pour longtemps. On a vu les éoliennes, les panneaux solaires, une chaufferie bois. Et maintenant, vous allez voir, c'est pas mal non plus. Ces 6 centrales nous permettent de produire 20% du besoin en électricité de la commune de la Bresse et donc d'alimenter environ 2000 foyers. L'activité de production hydroélectrique, elle consiste à turbiner de l'eau, qu'elle soit originaire d'une retenue d'eau, d'un lac ou au fil de l'eau d'une rivière par exemple, à travers une turbine, une partie mécanique et puis un alternateur qui va transformer l'énergie mécanique en énergie électrique. Effectivement, le changement climatique influe sur cette activité. Ce que l'on voit, c'est que le volume au global sur une année reste sensiblement le même, mais que du coup les périodes de production et les périodes de forte affluence en eau sont beaucoup plus condensées. La première centrale qui est la centrale des Corbeaux a commencé sa production en 1905. Effectivement, il faut un savoir-faire particulier pour gérer ces moyens de production. On a aussi des études assez régulières sur l'impact environnemental de nos centrales de production, de nos moyens de production. L'environnement, pour nous, c'est quoi? C'est de garantir une continuité piscicole, donc que le poisson puisse remonter et descendre la rivière. C'est très difficile d'un point de vue environnemental de redévelopper en fait, de nouveaux moyens de production. Dans le futur, on aura des projets de rénovation et puis d'optimisation effectivement des moyens de production existants, en renouvelant ces moyens de production, en les rendant plus performants, en accentuant encore le point de vue environnemental et l'impact environnemental pour le limiter un maximum sur l'ensemble de l'écosystème. Ok, si on récapitule et en prenant en compte toutes les contraintes paysagères, architecturales et de biodiversité qu'on a dans le parc, potentiellement l'éolien pourrait encore se développer avec quelques nouveaux projets. L'hydroélectricité est déjà très présente et les installations existantes vont être optimisées. Le bois énergie, lui, va augmenter considérablement car nos forêts le permettent. Et là où on va voir un énorme changement a priori, c'est dans le développement du solaire. Mais on a failli oublier un élément très important. C'est la sobriété énergétique, car la meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas. Le parc des Ballons des Vosges a mis en priorité, et c'est très important sur l'ensemble des territoires, la sobriété et l'efficacité énergétique. Donc le fait de rénover son logement, d'améliorer la façon de se chauffer par exemple. Et ça, c'est l'histoire de tous, donc c'est une implication citoyenne qui est nécessaire, une citoyenne mais aussi des acteurs privés et publics du territoire. Il faut distinguer l'efficacité énergétique et la sobriété énergétique. L'efficacité veut dire consommer mieux, alors que la sobriété signifie consommer moins. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Il s'agit de réduire les gaspillages tout en maintenant un haut niveau des services. Maîtriser le dimensionnement, le nombre et l'usage de nos appareils et équipements, optimiser la mobilité, rénover énergétiquement les bâtiments et occuper l'espace de manière plus raisonnée. Le constat est qu'on peut vivre avec le même confort en consommant 4 fois moins d'énergie. Vous imaginez 4 fois moins d'énergie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train de se creuser la tête pour pouvoir mettre des moyens de production partout. Si demain, on produit 4 fois moins d'énergie, la solution, on est trouvée, quoi. Ils m'ont dit qu'il faut essayer de trouver plus d'énergie renouvelable et faire aussi, vous m'avez dit, utiliser moins d'énergie. C'est-à-dire faire des économies. Eux, c'est ce qu'ils m'ont proposé. C'est la seule équipe qui m'a proposé ça. L'énergie, c'est notre avenir. L'effet de serre, c'est notre affaire. Mon objectif par rapport à ces animations, c'est de faire découvrir aux enfants les problèmes que pose l'énergie, comment l'énergie arrive chez eux et surtout comment ils peuvent faire pour moins consommer d'énergie,
à la fois à la maison, à l'école et aussi faire des gestes au quotidien avec leur famille pour moins consommer. Moi, je pense vraiment que c'est maintenant, quand ils sont petits, qu'on peut leur apprendre que leurs comportements ont vraiment une action sur l'énergie, sur les consommations. Ils peuvent en parler avec leurs parents, c'est vrai, mais c'est eux déjà qui vont éteindre les lumières, éteindre leur console, peut-être trouver d'autres alternatives à des jeux extérieurs pour moins consommer d'énergie, en parler avec leur famille, leurs grands-parents. Et en fait, c'est les consommateurs de demain. Donc ils vont avoir des appartements, ils vont être constructeurs des fois de maisons plus tard. Donc vraiment, si on en parle maintenant, ils vont le prendre en compte dans leur vie quotidienne et ne pas faire n'importe quoi, même avec un frigo, fermer les portes. Vraiment, je pense que c'est maintenant qu'il faut sensibiliser ces jeunes et pas plus tard, parce que des fois c'est trop tard et on a pris des trop mauvaises habitudes pour revenir en arrière. Qu'est-ce qui sort de ma centrale nucléaire? Donc là, on fait les deux ateliers en même temps. Non, pas rien. Lola. Oui, la vapeur, c'est de la vapeur d'eau. On va créer une charte éco-citoyenne des gestes d'énergie pour qu'eux comprennent que c'est leur action qui va agir. Et alors ça peut être sur l'énergie, mais on va élargir à l'eau, aux déchets, pour vraiment faire une globalité et aussi sur la biodiversité, parce que agir sur l'énergie, c'est aussi agir sur la biodiversité par rapport à par exemple, on a parlé des marées noires, des choses comme ça. La biodiversité vient s'ancrer aussi, le développement durable, c'est une globalité, c'est pas que l'énergie. Les enfants, ils prennent ça très à cœur parce que c'est leur quotidien. Comprendre d'où vient l'énergie chez eux, c'est très abstrait, et de leur apprendre vraiment, ils découvrent et ça leur apporte beaucoup. Et moi, je fais de l'animation d'énergie depuis 15 ans et c'est vraiment très glorifiant pour eux et pour moi parce qu'ils adorent ça. Vraiment, ils adorent cette thématique, des fois plus que des thématiques naturalistes. Et voilà, on l'a vu, ça avance bien dans le parc. Plein de changements qui arrivent. Parlez-en et surtout, participez. C'est un sujet complexe mais passionnant. En tout cas, si vous voulez faire partie du changement, vous n'êtes pas seul. Vous pouvez demander de l'aide au Parc des Ballons, à l'ADEME, à la région ou à vos collectivités. Il existe des points info énergie et une multitude d'associations qui s'impliquent. Et puis, il y a beaucoup d'informations à votre disposition sur Internet, des vidéos, des émissions, des études. N'oubliez pas, il n'y a pas de solution idéale. Mais pour stopper le changement climatique, il est urgent de choisir ce qui est optimal et de faire ce qui est possible.